Bonjour Nicolas Corato. Vous dormiez là ou quoi? Non, j'étais très attentif. Voilà, c'est ça. L'entretien d'Aurore Berger. Voilà, président, oui, j'ai vu votre mimique. Président fondateur du think tank Place de la République. Et bonjour Mathieu Hauck. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour, secrétaire général du think tank Le Millénaire, proche des Républicains, on peut le dire, et du Nouveau Front Populaire, on peut le dire. C'est un peu ça, non? De droite, oui. De droite. Oui, de gauche, on peut le dire. C'est très large. Hein. C'est large, oui. C'est large. Mais moi, c'est clair. Exactement. Et on n'est pas souvent d'accord. Et on n'est pas souvent d'accord. Bon, on va voir ça ce matin. Ou pas. Alors, forcément, comme on en a parlé avec Thomas, cette image forte, assis face à face, le visage à quelques centimètres l'un de l'autre, les deux fauteuils, Trump-Zelensky pendant une quinzaine de minutes. Alors, ça et là, on dit que c'est impromptu, imprévu. Enfin, en même temps, ça sent quand même un peu la grosse mise en scène. Qu'en pensez-vous, Nicolas Corato? Ça vous a surpris ou pas tant que ça, cette rencontre qu'on dit peut-être historique? En tout cas, c'est ce que espère peut-être Zelensky, hein, il l'a dit. Ah, écoutez, comme on est dimanche matin, je dirais qu'en introduction, il ne faut jamais désespérer de la force de l'Esprit Saint, mais plus sérieusement, ce qui s'est passé hier, c'est aussi la démonstration de la puissance diplomatique du Vatican. On parle beaucoup de l'action de Volodymyr Zelensky, de la réaction ou des réactions de Donald Trump. Enfin, il faut surtout retenir que c'est au Vatican que ça s'est passé. Le Vatican qui n'est pas qu'une petite cité-État, qui est aussi l'une des plus puissantes nations diplomatiques du monde. C'est le Vatican qui aurait organisé cette rencontre, selon vous? On peut considérer qu'il y a un vrai savoir-faire au Vatican. D'abord, c'est une puissance qui entretient des relations diplomatiques avec plus de 183 pays, ce qui en fait quasiment la première puissance diplomatique du monde. Le Vatican est aussi un lieu où finalement deux diplomates. Les nonces apostoliques sont très nombreux, et puis le Vatican sait depuis longtemps faire dialoguer des gens qui ne se parlent plus dans différents endroits du monde, et notamment en Ukraine et en Russie. C'est peut-être une des seules puissances qui sait mettre autour de la table des Russes et des Ukrainiens, alors de manière très confidentielle, discrète, mais qui entretient aujourd'hui un dialogue. Donc moi, j'étais pas dans le petit papier de ce qui s'est passé hier à la basilique Saint-Pierre, mais c'est pas anodin que ce soit passé au Vatican. Il y a un vrai savoir-faire diplomatique, et nul doute que la curie romaine n'est pas pour rien dans la forme ni dans le fond de la rencontre impromptu entre guillemets qui a pu se dérouler hier. Voilà, bon, vous sentez comment, rencontre impromptue ou pas tant que ça, Mathieu, organisée peut-être en coulisses par le Vatican ou pas? Moi je crois beaucoup, j'entends le point sur la stratégie diplomatique du Vatican, et c'est vrai, mais je crois beaucoup aussi à la force symbolique des lieux et des événements. Et là, en l'occurrence, le Vatican, pour toute personne qui y est allée, qu'il soit chrétien ou non, c'est un lieu qui est un lieu saint, qui est un lieu particulier, chargé d'histoire, et qui effectivement appelle pour les grands de ce monde à essayer d'avoir des belles images et avoir des belles avancées sur certains dossiers diplomatiques. Donc je pense que pour Volodymyr Zelensky et pour Donald Trump, avoir une discussion au Vatican, c'était quelque chose qu'ils avaient envisagé. En revanche, sous ce format-là, moi je ne pense pas. Et donc je pense aujourd'hui que l'image du Vatican, la puissance de l'Esprit Saint et la puissance, on va dire, de ce qu'incarne le Vatican pour le reste du monde, on l'avait rappelé dans la revue de presse, 1,4 milliard de croyants catholiques, ça, on va dire, accélérer l'idée pour Zelensky et pour Donald Trump de se rencontrer. Et donc moi je pense que par exemple, pour quelqu'un comme Donald Trump qui fustige à longueur de temps que Barack Obama ait eu le prix Nobel de la paix, avoir ce type d'image-là où on le voit écouter Volodymyr Zelensky, alors même que il est souvent décrié comme étant quelqu'un qui n'écoute pas Volodymyr Zelensky. Surtout que là, c'est les 3 mois de Trump. Il y a une pression, le bilan des 100 jours, en disant je devais régler la guerre en Ukraine en une journée. Il a aussi une pression aussi en interne. Tout à fait. Il y a deux pressions. Il y a le fait qu'effectivement il y a l'opinion publique, et surtout rappelez-vous quand même ce qui s'est passé avec J.D. Vance, où Trump et J.D. Vance avaient humilié Volodymyr Zelensky. Ça n'avait quand même pas amélioré ses enquêtes d'intention de vote, notamment pour les midterms, dans l'opinion publique américaine. Dans les sondages. Donc c'est-à-dire qu'il a baissé dans les sondages après ce point-là, parce que les Américains ont trouvé un président qui, même s'il ne s'intéresse pas forcément à la guerre en Ukraine, ont trouvé un président qui était violent et peut-être excessif à l'endroit de quelqu'un
l'Ukraine qui s'est fait agresser. Et puis je pense aussi le deuxième sujet, c'est qu'on a aujourd'hui pour Donald Trump l'objectif d'obtenir la paix, dans la perspective notamment d'incarner par rapport aux démocrates qui dit que ce sont des vats en guerre, de dire que lui c'est quelqu'un qui incarne la paix sur l'ensemble des dossiers au Proche-Orient et notamment en Ukraine. Et donc le fait d'avoir ce type d'image symbolique, je pense que ça va construire cette image de Donald Trump comme étant quelqu'un qui facilite la paix plutôt que la guerre. D'ailleurs, par rapport à la symbolique, Zelensky portait pas sa tenue militaire classique. C'était un costume plutôt veste noire. Hein. Il faut y voir éventuellement des signes ou pas, j'en sais rien. Oui, mais tous les signes et tous les symboles sont intéressants et importants, surtout dans ces lieux. Après, le lieu et la force du lieu a toujours été utilisé par les diplomates du Vatican pour soumettre d'une certaine manière les grands de ce monde à une forme de pression qui fait qu'effectivement ils sont un peu obligés de changer, non pas de position, mais en tout cas de comportement lorsqu'ils se trouvent dans ces lieux. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'image d'hier, c'est aussi que on atterrit en douceur quand même, alors que le sujet devenait très tendu. De fait, Monsieur Trump avait proposé un plan qui a fuité largement dans la presse, qu'a entièrement refusé Monsieur Zelensky. C'est-à-dire la capitulation de l'Ukraine avec l'idée de figer le front, de reconnaître les droits de la Russie sur la Crimée. Monsieur Zelensky a très vite dit avant hier que il était complètement opposé à ça. Donc il y a aussi une forme de décompression, de sas de décompression dans la basilique Saint-Pierre. Finalement, heureusement qu'ils se mettent d'accord sur leur désaccord à Saint-Pierre plutôt que dans le salon ovale. Sinon, effectivement, on aurait peut-être entendu d'autres cris et d'autres violences. Mais de fait, la situation diplomatique, elle est très très défavorable à Monsieur Trump, qui n'arrive pas à faire plier son allié entre guillemets Zelensky, qui ne veut pas de ces conditions, qui sont des conditions iniques et léonines que proposent les États-Unis ou que sont en train de pousser les États-Unis vis-à-vis de Poutine. Donc peut-être qu'il y a un effet effectivement sur Trump qui lui permet un peu de sauver la face et qui diplomatiquement va devoir trouver d'autres propositions et d'autres solutions pour l'Ukraine. Autre image symbolique aussi, la photo de Macron qui pose une main de soutien sur l'épaule de Zelensky aussi, pas anodine. Cette image-là, comment vous la voyez, comment vous l'analysez l'un et l'autre, pas anodine, effectivement. Je pense que Emmanuel Macron aussi est un habitué des images et des symboles. En revanche, sur la question ukrainienne, malheureusement pour lui, alors qu'il a été plutôt en pointe sur certains sujets, notamment parler d'économie de guerre assez rapidement, etc., je pense que près de l'opinion publique française, son image est décrédibilisée sur la question de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on peut le constater, Emmanuel Macron n'imprime plus sur ce dossier parce que il a trop tergiversé entre une ligne au départ justement d'écoute maximale de Vladimir Poutine qui avait été comprise par les Français, et puis ensuite après le revirement sur il faut passer en économie de guerre, il faut se réarmer et quasiment il faut aller défendre l'Ukraine coûte que coûte, alors même qu'on n'est pas capable de protéger nos propres frontières. Donc je pense que c'est ça le problème aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est un problème d'image sur vis-à-vis de Volodymyr Zelensky. Ensuite après pour le deuxième sujet, c'est la conséquence que ça pourrait avoir cette image d'Emmanuel Macron. Moi, je pense que pour ce qui est du leadership européen, là-dessus, on peut reconnaître à Emmanuel Macron qu'il a réussi à imposer certains thèmes au sein des capitales européennes. Ce n'est pas nouveau aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas anodin que l'Allemagne parle de réarmement aujourd'hui. Ce n'est pas anodin que le Royaume-Uni aussi cherche à se rapprocher. Donc, il n'est pas décrédibilisé alors. Au niveau européen. Moi, je parlais décrédibilisé au niveau français, mais au niveau européen, c'est beaucoup moins le cas parce que justement, il a réussi à imposer des thèmes. Ensuite, après, les thèmes sont imposés, certes, mais l'Europe est très loin de pouvoir supplanter, et c'est un des sujets pour Volodymyr Zelensky, est très loin de supplanter l'aide américaine militaire sur le conflit, et donc de pouvoir, on va dire, permettre à Zelensky de pouvoir continuer de ne pas négocier, entre guillemets, ou de refuser certaines négociations, notamment venant de celles des États-Unis. Donc, Emmanuel Macron, qui lui aussi est sur la photo, de toute façon, c'était The Place to Be hier, et en même temps crédibiliser, décrédibiliser votre avis là-dessus. Je vous trouve un peu sévère, Mathieu, parce que finalement, on peut se dire aussi que cette photo à Saint-Pierre, c'est aussi l'aboutissement des efforts diplomatiques de plusieurs pays, mais notamment la France. Se souvenir qu'il y a quelques jours, à Paris, Emmanuel Macron avait réuni la délégation américaine, les représentants diplomatiques du président Trump, avec les Ukrainiens. C'est-à-dire que ce dialogue, ce nouveau dialogue entre l'Ukraine et les États-Unis, il a aussi été favorisé, en partie, mais de manière importante, par Emmanuel Macron et par la diplomatie française. Moi, ce que je note quand même, c'est que quand on regarde les images symboliques, on voit qu'il y a finalement trois acteurs en dehors des belligérants que sont l'Ukraine et la Russie. Il y a bien entendu les États-Unis,
Et puis il y a le Royaume-Uni et la France. Et la question qu'on peut se poser, c'est plutôt celle de l'absence sur la photo de Madame van der Leyen, c'est-à-dire d'une représentation unifiée de l'Union européenne. On voit bien que il y a une poignée de main quand même un petit peu rapide avec Donald Trump. Elle est très très loin du règlement diplomatique de la question du conflit entre la Russie et l'Ukraine. On voit bien que ce sont les puissances nucléaires de fait, qui reprennent la main, donc le Royaume-Uni, la France, et puis bien entendu, le principal acteur qui est les États-Unis. Alors, il nous reste 3 petites minutes, mais quand même, on est obligé de se poser cette question que tout le monde se pose après le pape François, qui, alors évidemment, il y aura une période de deuil, le fameux conclave, mais voilà, on sait que le Vatican est tiraillé entre une continuité réformiste ou un retour à une ligne plus conservatrice. Qu'est-ce qu'il restera ou pas de l'héritage du pape François? Voilà, vous situez comment, même si on n'a pas de boule de cristal, Mathieu Hauck? Je dirais qu'il y a un premier point, c'est de faire l'inventaire de ce qu'a fait le pape François, en termes à la fois de messages portés aux catholiques, et ensuite après en termes de bilan diplomatique. Sur le message porté aux catholiques, il s'est un peu distingué de ce que faisait Benoît XVI auparavant, qui était un pape qui est jugé beaucoup plus conservateur sur un certain nombre de sujets, alors même que le pape François avait l'objectif, l'ambition en tout cas, de rénover, on va dire, un petit peu en partie le message de l'Église adressée au monde entier. Après le bilan diplomatique, ça a été dit, le pape François avait, on va dire, a eu un bilan un peu en demi-teinte, c'est-à-dire que il a eu beaucoup d'impact sur certains dossiers, notamment, je me rappelle des dossiers entre l'amélioration des relations entre les États-Unis et Cuba, notamment, mais par exemple sur la guerre en Ukraine, ça a été beaucoup plus compliqué. Alors même que c'est un pape qui a beaucoup appelé à la paix. Ensuite, après, pour ce qui est de la succession, du coup, est-ce qu'on est sur une continuité ou rupture? Je pense que l'Église catholique va chercher à essayer peut-être de faire une synthèse entre ce qu'avait fait justement Jean-Paul, le pape qu'incarnait Jean-Paul II. Ça veut dire quoi, une piste alors du coup, en piste, moi je pense que par exemple le cardinal guinéen ne sera peut-être pas repris, ne sera peut-être pas la personne qui sera mise en avant par l'Église. Alors même que pour le coup, c'est un cardinal qui justement, avec ses positions qu'on peut juger très conservatrices sur certains points, mais qui incarne, on va dire, une sorte de retour à la foi et une retour à ce qu'est le message de l'Église, et surtout de retour aux traditions au moment où l'Europe, me semble-t-il, l'Europe et l'Occident chrétien en a le plus besoin face au réveil des nations empires, la Turquie, la Chine ou même encore l'Arabie Saoudite ou la Russie. Il nous reste une minute. Rupture ou continuité? Non, ce qui est intéressant, c'est que justement, quand Mathieu vous parlait d'une opposition finalement entre l'Europe chrétienne versus les autres empires, vous êtes justement sur un repli qui guette l'Église aujourd'hui. L'Église du pape François, c'est une Église universelle et apostolique. C'est pas une Église identitaire repliée sur un continent. C'est une Église qui a une vocation, encore une fois, universelle pour l'ensemble des êtres humains sur cette planète et pas simplement la représentation d'intérêts nationaux. Et je crois que c'est ce qui se joue avec l'élection de ce pape. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très, très intéressant de voir les gens dans la rue autour de nous, qu'ils soient catholiques ou pas, s'intéresser à cette élection, parce qu'on sent bien qu'il y a un enjeu qui dépasse la communauté catholique. C'est un enjeu aussi pour l'Europe. Est-ce que l'Europe sera représentée par un personnage qui dira « oui, il y a des racines chrétiennes, il faut une identité nationale européenne », ou restera un continent ouvert, restera un continent qui pense le monde, qui pense avec le monde et qui ne pense pas contre les autres. Et je crois qu'effectivement, politiquement, pour nous tous, le choix qui se dessine à Rome est un choix impactant sur nos vies quotidiennes pour les années à venir. Les deux ne sont pas antagonistes. Oui, mais on préférait garder peut-être la tradition et l'héritage du pape François, qui a toujours pensé que l'Église avait un message à portée universelle. On peut revenir sur les traditions, revenir sur ses racines, tout en pas là pour un message défendre une civilisation, mais un message d'espérance, c'est un peu différent. À suivre en tout cas. On commentera tout ça bien sûr avec vous. Enfin, ça va prendre encore un petit peu de temps quand même. Merci beaucoup, Nicolas Corato, Place de la République. Merci Mathieu Hauck. Le millénaire à suivre dans quelques instants, le journal des sports de Jules Boscherini. Il est 9h moins 10.